À l'été 1940, tandis que la Wehrmacht consolidait sa domination sur l'Europe occidentale et que le régime nazi préparait l'assaut contre l'Est, Heinrich Himmler prit une décision sans précédent dans l'histoire militaire moderne: extraire des criminels condamnés des camps de concentration et les transformer en soldats de la Waffen-SS. Pas n'importe quelle catégorie de criminels, ni des détenus de droit commun ni de petits délinquants. L'ordre d'Hitler et de son exécutant immédiat, Himmler, définissait avec une précision chirurgicale le profil recherché: des braconniers. Des hommes condamnés pour des infractions cynégétiques, des braconniers qui avaient enfreint les lois de chasse du Reich. La décision arriva sous la forme d'un appel téléphonique. Le 23 mars 1940, à 4 heures de l'après-midi, le Gruppenführer SS Wolf, chef d'état-major de Himmler, appela le directeur ministériel Sommer du ministère de la Justice pour lui transmettre qu'Hitler avait décidé d'accorder des suspensions de peine aux prétendus braconniers honorables et, selon leur comportement au combat, de les gracier. La bureaucratie allemande se mit aussitôt en marche. En une semaine, les procureurs de tout le Reich avaient envoyé des rapports concernant 1231 dossiers répondant aux critères établis. 220 personnes purgeaient leur peine, 225 avaient été condamnées mais n'avaient pas encore été incarcérées et 735 autres étaient encore en attente de jugement. Himmler ajouta à l'ordre une précision révélatrice. Les candidats devaient être, dans la mesure du possible, bavarois ou autrichiens, ne pas être coupables d'infractions impliquant l'usage de pièges et être aptes à intégrer des corps de tireurs. Ce dernier détail passa presque inaperçu des fonctionnaires du ministère de la Justice à l'époque. Pourtant, il n'avait rien de fortuit. Himmler, chasseur passionné, raisonnait en termes strictement cynégétiques. Il voulait les meilleurs pisteurs, les meilleurs tireurs, des hommes qui connaissaient les forêts comme ils connaissaient leur propre corps. Pour prendre le commandement de cette unité expérimentale, Himmler choisit un homme qui réunissait en sa personne tous les traits que le régime lui-même considérait comme problématiques. Un officier SS condamné pour abus sexuels sur une mineure et pour détournement de fonds, expulsé de la Légion Condor en Espagne après la découverte de son passé criminel, passé par un camp de concentration en tant que détenu avant d'être, ironiquement, placé à la tête de l'un d'eux. Son nom était Oskar Dirlewanger. Oskar Dirlewanger, l'homme et son ombre. Pour comprendre la brigade Dirlewanger, il est indispensable de comprendre son fondateur. Oskar Dirlewanger naquit le 26 septembre 1895 à Würzburg, en Souabe, dans le sud de l'Allemagne. Sa famille appartenait à la classe moyenne. Son père fut décrit par lui-même comme calme, intelligent et économe. Et son enfance ne connut apparemment aucun traumatisme. Il obtint l'équivalent allemand du baccalauréat, étudia à l'université technique de Mannheim, où il acheva plus tard un doctorat en sciences politiques à Francfort. Sur le papier, c'était un homme instruit. Dans les faits, un individu dont toute l'existence fut structurée autour de la guerre. Il avait 18 ans lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale. Il s'engagea sans attendre l'appel sous les drapeaux, comme beaucoup d'étudiants de sa génération imprégnés de l'ardeur patriotique wilhelmienne. Il fut affecté comme mitrailleur au 123e régiment de grenadiers qui avança vers la France à travers la Belgique. Là, il fut plongé dans l'expérience la plus brutale de la guerre moderne, le front de 1914, avec des taux de perte atteignant des proportions catastrophiques. Au cours des 4 premiers mois de combat, il fut blessé au pied. Il retourna au front en juin 1915 et en septembre de cette même année, subit une blessure par arme blanche au bras qui lui valut une invalidité de 40%. Seul 1% des soldats blessés de cette manière survivaient à cette guerre. Une fois rétabli, il fut affecté comme instructeur de mitrailleuse et promu sous-officier conformément aux pratiques de l'armée allemande. Une promotion fondée sur le comportement sous le feu. Mais ce rôle d'instructeur ne le satisfaisait pas. En avril 1917, malgré son bras ankylosé, il se porta volontaire pour retourner au front. Il fut envoyé sur le front de l'Est, où l'expérience fut radicalement différente. Non pas les tranchées immobiles de France, mais une guerre de mouvement contre des populations que les soldats allemands décrivaient systématiquement comme sales, inférieures et primitives. C'est là, sur cette frontière ethnique imaginée, que Dirlewanger acheva sa formation d'homme de guerre. Lorsque la Révolution éclata en novembre 1918,
Dirlewanger ne se rendit pas. Il rassembla les soldats de son bataillon, environ 600 hommes qui auraient dû être internés comme prisonniers, et les ramena en Allemagne à travers le chaos de la Russie post-révolutionnaire. Il échappa à la capture de sa propre initiative. Ses compagnons d'armes se souvinrent de cet exploit pendant des décennies. L'un d'eux écrivit des années plus tard dans le journal de Sangerhausen: « Il est rare qu'un officier soit honoré comme le fut notre camarade Dirlewanger après son retour victorieux, un retour que les soldats ne durent qu'à lui seul. » Mais la guerre ne s'acheva pas pour Dirlewanger en 1918. Il rejoignit les Freikorps, ces unités paramilitaires que les officiers démobilisés formèrent pour combattre la révolution communiste à l'intérieur de l'Allemagne. Il combattit à Stuttgart, dans la Ruhr et en Saxe. En mars 1921, il commanda le train blindé qui libéra la ville de Sangerhausen des insurgés communistes de Max Holtz, où il reçut sa 4e blessure, cette fois à la tête, une plaie tranchante qui ouvrit l'os pariétal sans atteindre le cerveau. Il fut brièvement arrêté pour détention illégale d'armes, sorti de prison et, 2 jours plus tard, s'engagea de nouveau dans un autre Freikorps afin de combattre en Haute-Silésie. Durant ces années, Dirlewanger alterna la vie paramilitaire avec les études universitaires et le militantisme politique d'extrême droite. Dès 1919, il fut membre du Deutsch-Völkisch Schutz- und Trutzbund, l'une des organisations les plus virulentes en matière de haine antisémite et de nationalisme révolutionnaire, qui comptait parmi ses rangs de futurs dirigeants de la répression nazie tels que Reinhard Heydrich. À l'université de Mannheim, il fut menacé d'une procédure disciplinaire pour agitation antisémite déclarée. Sa thèse de doctorat, intitulée « Vers une critique de la théorie du contrôle planifié de l'économie », s'ouvrait sur une description de la Grande Guerre comme une économie de pénurie imposée à l'Allemagne par ses ennemis et concluait que la planification économique n'était légitime qu'en temps de guerre, en préparation de la guerre future qui devrait réparer la défaite de Versailles. C'était, selon ses propres termes, une arme dans la bataille des idées. En 1933, peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Dirlewanger fut nommé directeur de l'Office de l'emploi de Heilbronn. C'est alors que sa vie s'effondra sur le plan judiciaire. L'entreprise textile, appartenant à une famille juive qu'il avait dirigée entre 1928 et 1931, le dénonça pour détournement de fonds. 2 accidents de la circulation donnèrent lieu à des poursuites judiciaires. Et le 22 juillet 1934, il fut placé en détention préventive après avoir entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec une volontaire de la Croix-Rouge âgée de moins de 14 ans. La seule défense de Dirlewanger fut d'affirmer que la jeune fille l'avait trompé sur son âge. Les médecins légistes réfutèrent sa version sans laisser le moindre doute. Il fut condamné à 2 ans de prison. Cette condamnation fut dévastatrice, non tant en raison de la peine elle-même que de ses conséquences sociales. Il fut exclu du parti, perdit son titre de docteur et fut déchu de toutes ses fonctions. Les actes que le régime lui-même avait considérés comme des crimes politiques pour avoir attaqué des communistes, des juifs ou des permanences syndicales lui furent généreusement pardonnés. Mais un délit contre les bonnes mœurs, dans le Troisième Reich, était infamant d'une manière tout autre. Dirlewanger en sortit brisé. Ce qui suivit fut un exercice de ténacité presque pathologique. Il demanda la révision de sa condamnation devant les tribunaux de Heilbronn, fut débouté, continua d'écrire à la chancellerie jusqu'à être de nouveau arrêté et envoyé dans un camp de concentration, d'où il sortit avec l'interdiction expresse de s'adresser à nouveau à Hitler. Il partit alors pour l'Espagne, où il s'engagea dans la Légion étrangère espagnole, puis plus tard dans la Légion Condor. Lorsque son passé fut découvert au sein de cette formation, il fut arrêté et renvoyé en Allemagne. Grâce à l'intervention de Victor Brack, haut fonctionnaire de la SS, il retourna en Espagne, où il demeura jusqu'en 1939. À son retour, il reprit ses efforts pour laver son nom. Le 30 avril 1940, un tribunal l'acquitta du délit contre les bonnes mœurs. Le 9 septembre, la seconde condamnation fut annulée. Le 4 avril 1941, sous la pression directe de la chancellerie sur le décanat de l'université de Francfort, qui s'y était initialement opposé, son titre de docteur lui fut restitué. 7 ans après la première condamnation, toutes les tâches avaient été effacées.
Tandis qu'il menait à bien sa réhabilitation juridique, Dirlewanger avait reçu la mission de sa vie, le commandement du nouveau Sonderkommando, l'unité spéciale de braconniers que Himmler organisait à Oranienburg. Les braconniers première génération. À la fin du mois de mai 1940, Oskar Dirlewanger arriva au camp de concentration d'Oranienburg afin de prendre en charge l'entraînement militaire de 80 détenus condamnés pour des infractions cynégétiques transférés de toute l'Allemagne dans des baraquements isolés. Leur âge moyen avoisinait la trentaine. L'entraînement dura 2 mois et se limita aux rudiments de la discipline militaire ainsi qu'à une préparation physique sommaire, quelque chose qui se rapprochait de l'exercice prussien mais guère davantage. Sur les 80 recrues initiales, seuls 55 franchirent la sélection avec succès. Les 25 autres furent renvoyées dans leurs établissements de détention sans mesure disciplinaire. Elles étaient simplement inaptes sur le plan physique. Qui étaient ces hommes? Le régime nazi lui-même les avait désignés par une expression précise mais lourde de sens, les braconniers honorables. Cette distinction était essentielle. Un ancien sous-officier de la SS nommé Heinz Feiertag, qui servit dans l'unité dès ses premières années, l'expliqua en reprenant la terminologie propre au milieu des chasseurs. Il y a celui qui braconne pour vendre la viande, simple trafiquant, et celui qui braconne par passion, pour le trophée. L'homme qui abat un grand cerf destiné à Göring en Prusse orientale, celui-là n'est ni trafiquant de viande, ni bandit, ni voleur. C'est un véritable braconnier. Tel était le profil recherché par Himmler. Des hommes capables de suivre une proie pendant des heures sur un terrain hostile, de tirer avec la précision d'un tireur d'élite, de s'orienter dans des forêts épaisses sans carte et de se déplacer en silence parmi la végétation. Des hommes dont le mode de vie illégal les avait entraînés, sans qu'ils l'aient voulu, à la forme la plus spécialisée de la guerre de guérilla. La décision de créer cette unité trouvait ses précédents dans l'histoire. Frédéric II de Prusse avait créé les premières unités de chasseurs au XVIIIe siècle. Les monarchies européennes avaient eu recours à plusieurs reprises à ce type de recrutement spécifique. En Autriche-Hongrie, les gardes frontières qui combattaient les contrebandiers dans les montagnes provenaient de communautés de chasseurs et de braconniers des Alpes et des Carpates. La logique demeurait toujours la même. L'expérience de la chasse et de la clandestinité procurait un entraînement pratique pour les formes les plus spécialisées de l'activité militaire. Et ces unités avaient toujours été des Strafeinheiten, des unités pénales dont la nature était à la fois élitiste et disciplinaire. L'ambiguïté présente dans la création de la Sondereinheit Dirlewanger, mêlant compétences reconnues et stigmates sociales, n'était ni spécifiquement nazie ni même spécifiquement allemande. Mais Himmler allait plus loin que Frédéric II. Ce qu'il avait à l'esprit ne consistait pas simplement à exploiter les compétences techniques de ces hommes. Il agissait au sein d'un imaginaire anthropologique profond, partagé avec Göring et d'autres dignitaires nazis, qui remontait à une vision européenne du chasseur et du braconnier comme figure de l'homme sauvage, être dont la proximité avec la nature et la violence les plaçait au seuil entre le monde domestiqué de la civilisation et le monde sauvage de la forêt. La passion de la chasse, la cruauté que Hitler et d'autres attribuaient aux braconniers, le Black Blood évoqué par les anthropologues européens, tout cela façonnait une représentation particulière de ces hommes comme des guerriers habités par une violence instinctive susceptible d'être canalisée, mais jamais totalement maîtrisée. Hitler lui-même, bien que végétarien et ennemi déclaré de la chasse, reconnut dans ses conversations de table la dimension romantique des braconniers, leur goût du risque et leur relation avec la nature. Lorsque le ministère de la Justice consigna l'intention de Göring de créer sa propre unité de braconniers, le fonctionnaire ministériel décrivit le projet dans un langage révélateur de cette conception. Il veut réunir les membres passionnés des bandes de contrebandiers qui franchissent la frontière les armes à la main et dont la passion consiste à risquer leur vie pour échapper à la surveillance des douaniers. Dans les territoires qui leur seront confiés, ces bandes pourront tuer, incendier, violer et profaner, et elles feront l'objet d'une surveillance étroite dès leur retour dans leur pays d'origine. Il ne s'agissait pas d'un simple programme d'utilisation militaire. C'était l'autorisation anticipée d'une violence sans limite aux marges de l'Empire, confinée à ces espaces que le régime considérait comme sauvages et donc propices à l'exercice d'une violence sauvage.
Au début du mois de septembre 1940, les 55 braconniers et leurs commandants furent envoyés dans le district de Lublin, à l'est du gouvernement général de Pologne, sous les ordres du SSPF local Odilo Globoknik. Ils y furent renforcés par une vingtaine de recrues supplémentaires et 4 sous-officiers de la Waffen-SS, choisis en partie pour leur expérience et en partie selon une pratique qui allait devenir récurrente en raison de leurs antécédents disciplinaires exigeant qu'ils fussent mis à l'épreuve. L'unité demeura près de 18 mois dans le sud-est de la Pologne et en Galicie. Le district de Lublin possédait un statut particulier. En tant que proconsulat frontalier faisant face à la zone d'influence soviétique, les nazis avaient décidé d'en faire une réserve destinée à accueillir tous les Juifs d'Allemagne et de l'Europe occupée. C'était également le théâtre des ambitieuses politiques de germanisation de Globoknik. Dans ce contexte, la Sondereinheit Dirlewanger ne fut pas principalement employée dans la lutte contre les partisans, car il n'y avait tout simplement pas de partisans dans ces forêts en 1940 et 1941. Ces missions consistèrent surtout à surveiller la population civile, contrôler le marché noir et monter la garde dans les camps de travail où les Juifs du district étaient contraints de construire ce que l'on appelait le mur oriental, un projet de tranchées anti-chars et de fortification lancé par Globoknik. Les rapports de l'unité pour cette période sont révélateurs. Un document d'octobre 1941 décrit la perquisition d'un local dans le ghetto de Lublin, où la mortalité due à la faim et aux épidémies comptait alors parmi les plus élevées des territoires occupés. Le rapport décrit avec satisfaction la découverte de 120 livres de viande fraîche, d'oies, de poulet, de canard, de beurre, d'œufs, de café en grains, de thé, de cacao, de sucre, de farine de blé, de pain blanc, de cigarettes, de vin rouge allemand et de champagne français. Son ton est celui de quelqu'un qui confirme un soupçon préexistant. Les Juifs, même confrontés à la mort par inanition, continuaient d'accumuler des richesses et de tromper leurs occupants. La fonction de ce rapport était double, servir de confirmation idéologique à l'antisémitisme et constituer une arme institutionnelle dirigée contre le service de sécurité local que Dirlewanger accusait de protéger le propriétaire du local. La réalité de ce qui se passait à Lublin avait cependant peu de rapport avec le récit officiel de l'unité. La Sondereinheit Dirlewanger s'enfonça rapidement dans un cycle de vols, d'extorsions, d'infractions de toute nature, d'abus et de viols. Les plaintes s'accumulèrent au point que l'unité finit par faire l'objet de 11 chefs d'accusation portant sur au moins 30 incidents distincts. Les nuits passées dans les baraquements de la rue Chopin étaient marquées par l'ivresse, les bagarres, les coups de feu tirés en l'air, les vitres brisées, les visites nocturnes de femmes et les chants jusqu'au milieu de la nuit. Dirlewanger émit une directive ordonnant la fin de ce comportement de bohémien, mais la réalité était qu'il participait lui-même aux excès qu'il prétendait interdire. Le comportement de l'unité fut suffisamment scandaleux pour déclencher une enquête de la justice de la SS. L'épisode le plus révélateur de toute la période de Lublin fut celui que Dirlewanger décrivit lui-même dans une lettre adressée ultérieurement au juge d'instruction, mêlant cynisme et apitoiement sur soi. Il semble que le Brigadeführer G ait fait de mon affaire d'empoisonnement de Juifs à Lublin l'objet de son enquête. Il est vrai que j'ai fait empoisonner des Juifs, 57 au total, par le médecin de Lublin au lieu de les faire fusiller. Je l'ai fait afin de préserver leurs vêtements, que j'ai ensuite remis au Hauptsturmführer Streibel pour ses travailleurs forcés. Les dents en or des Juifs morts furent extraites par le directeur de l'infirmerie du SSPF de Lublin afin de fournir des plombages dentaires au SS. Le ton de cette lettre n'était pas celui d'un homme décrivant un crime. C'était celui de quelqu'un qui estimait que son pragmatisme logistique avait été mal compris par ses supérieurs. La pression institutionnelle finit par devenir irrésistible. À la fin du mois de janvier 1942, l'unité reçut l'ordre de partir. 3 semaines plus tard, tandis que Globoknik s'en débarrassait avec une hypocrisie assumée, Dirlewanger prit son temps pour rassembler hommes et matériel, y compris des biens acquis irrégulièrement. Il se dirigea finalement vers la Biélorussie où il serait employé exactement comme il avait été conçu, dans une véritable lutte contre les partisans. La Biélorussie de 1942 était une terre de forêts et de marécages entrecoupée de zones d'agriculture de subsistance.
Les combats de l'invasion y avaient été particulièrement violents. Depuis l'été 1941, des soldats de l'armée rouge débordés par l'avance allemande avaient trouvé refuge dans les forêts biélorusses et adopté des stratégies de survie. Au début de 1942, cependant, les Soviétiques avaient entrepris un patient travail de coordination, d'organisation et d'unification du commandement de ces forces qui, selon le Centre de coordination de Moscou, comptait environ 23 000 hommes. La réponse allemande consista à organiser de vastes opérations de ratissage. La première opération de la Sandreinheit fut l'assaut contre un camp partisan retranché près d'Ossipovichi. Les résultats furent jugés suffisamment convaincants. Le 23 mars 1942, l'état-major du HSSPF pour la Russie centrale écrivit à Berlin que le Sonderkommando Dirlewanger s'était brillamment illustré et s'était montré mieux adapté que toute autre troupe à la lutte contre les partisans sur un terrain difficile. Il demandait des renforts afin de porter l'unité à 250 hommes, ainsi qu'un armement supplémentaire comprenant des mitrailleuses lourdes, des lance-grenades et du matériel de transmission. Durant les 30 mois que l'unité passa en Biélorussie, elle participa à au moins 27 des 55 grandes opérations de ratissage qui y furent menées, en plus de dizaines de petites opérations dans les environs de ces cantonnements, d'abord près de Mogilev, puis à partir de janvier 1943 dans le village de Logoïsk, au nord de Minsk. Au total, les historiens estiment que l'unité prit part à plus de 50 opérations de ratissage au cours de cette période. Les opérations de ratissage en Biélorussie n'étaient, pour l'essentiel, pas de véritables combats contre des forces armées. Selon les calculs de l'historien Christian Gerlach, entre 6 et 10 personnes mouraient pour chaque arme capturée ou confisquée. Cela signifie que seulement 15% des morts étaient de véritables membres de mouvements de résistance armés. Les victimes étaient principalement des paysans et des fugitifs, en particulier des Juifs ayant réussi à s'échapper des ghettos. La guerre contre les partisans était en réalité, dans une proportion écrasante, une guerre menée contre les paysans russes et les communautés juives de Biélorussie. L'évolution de la stratégie allemande en 1943 le rendit encore plus explicite. L'objectif n'était plus seulement de tuer les prétendus partisans, mais de créer des zones mortes, en vidant des régions entières de leur population. Les hommes aptes au travail étaient déportés vers les usines du Reich, les autres étaient éliminés. Un ordre du général von Gottberg, daté du 1er août 1943, l'énonçait sans ambiguïté. Les villages ainsi que tous les autres bâtiments, ponts et vergers doivent être détruits s'ils ne peuvent être camouflés. Les forêts doivent également être incendiées dans toute la mesure du possible. À l'avenir, les êtres humains rencontrés dans la région seront considérés comme du gibier. Cette dernière phrase n'avait rien de métaphorique. Elle constituait la formalisation écrite d'une conception que les hommes de l'unité mettaient déjà en pratique, la guerre comme chasse. Les rapports militaires employaient systématiquement le vocabulaire synégétique. Les opérations de reconnaissance menées par de petits groupes étaient décrites comme des commandos de chasse. Les grandes opérations de ratissage reproduisaient exactement la logique de la battue européenne. On perturbait l'espace vital de la cible par le bruit, le feu et la violence afin de la contraindre à fuir vers le cordon des tireurs. Von Gottberg lui-même décrivit une opération en novembre 1942 en évoquant le « moment idéal pour envoyer les rabatteurs » et en comparant la résistance des partisans à celle du sanglier bavarois, animal archétypal du Black Blood des chasseurs. L'opération Cottbus, en mai et juin 1943, représenta l'apogée de cette période. 10 jours après son déclenchement, Dirlewanger signalait déjà des pertes causées par les mines terrestres parmi ses hommes. Les pertes totales de l'opération dépassèrent 12 000 morts. La Sandreinheit ne fut qu'une des unités engagées, mais elle joua un rôle central dans les protocoles de destruction élaborés par le Kampfgruppe von Gottberg, notamment dans la pratique systématique consistant à faire marcher des civils sur les champs de mines afin de les faire exploser. Von Gottberg le nota avec satisfaction dans son rapport final. L'utilisation du détecteur de mines mis au point par le bataillon Dirlewanger a passé l'épreuve avec succès. Ce détecteur de mines était en réalité une colonne de villageois biélorusses, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, contraints de marcher en rang serré devant les troupes allemandes sur les chemins forestiers. En 15 mois d'opération,
Von Gottberg estima que les hommes de Dirlewanger avaient tué près de 15 000 personnes, tout en ne subissant que 92 pertes dans leur propre rang. L'unité était arrivée en Biélorussie comme un commando de moins de 100 hommes et en repartit sous la forme d'un régiment. Sans compter les auxiliaires russes, elle comptait environ 1650 hommes à l'été 1944. La deuxième et la troisième génération, criminelle et condamnée. Tout au long de son existence, la composition de la Sondereinheit Dirlewanger subit des transformations radicales qui modifièrent non seulement sa taille, mais aussi sa nature. La première génération, celle des braconniers, ne cessa jamais de constituer le noyau de l'unité, occupant progressivement les postes de sous-officiers les plus élevés. Mais à partir de l'été 1942, arrivèrent les premiers contingents de soldats auxiliaires russes organisés en 3 compagnies. Puis, en juillet 1943, survint la transformation la plus spectaculaire. Le 28 mars 1943, Himmler avait ordonné que les Allemands du Reich et tous les hommes nés en 1901 ou après, vivant irrégulièrement dans le gouvernement général et ayant échappé à la conscription pendant des années, fussent affectés au bataillon pénal de l'unité Dirlewanger. Le 7 juillet 1943, 321 nouveaux hommes arrivèrent. Parmi eux, 294 provenaient des camps de concentration de Dachau, Buchenwald, Mauthausen et Sachsenhausen. Qui étaient-ils? Nés entre 1893 et 1921, ils avaient été emprisonnés principalement comme éléments asociaux ou criminels professionnels. Ces derniers, qui constituaient la moitié du contingent, avaient été condamnés à de longues peines de prison pour des atteintes aux biens, des cambriolages, des vols à main armée, des coups et blessures graves, des homicides et des meurtres. Les éléments asociaux, catégorie englobant aussi bien de petits délinquants que des individus jugés inadaptés, des mendiants ou des chômeurs, étaient regroupés avec des détenus décrits comme intellectuellement inférieurs, faibles d'esprit ou psychopathes. L'atmosphère changea dès le premier jour. Au cours des 6 semaines qui suivirent leur arrivée, 3 exécutions sommaires furent recensées, ainsi qu'un nombre extraordinairement élevé de sanctions disciplinaires. Aucun mélange ne fut opéré entre les différentes catégories de recrues. Les vétérans, c'est-à-dire les braconniers, continuèrent de former la première compagnie, tandis que les nouveaux venus furent intégrés dans 2 nouvelles compagnies allemandes. L'unité cessa d'être un bataillon spécial pour devenir un régiment spécial. Afin d'équiper les renforts, Dirlewanger espérait obtenir les armes de l'ennemi, ce qui signifiait que ces nouveaux soldats devraient les arracher à ceux qui cherchaient à les tuer avant même de pouvoir s'en défendre. En février 1944, cette vague de recrutement fut encore davantage systématisée. Himmler fixa à 800 le nombre d'hommes devant être ajoutés à l'unité en provenance de plusieurs camps de concentration. En mai de cette année-là, des convois transportant 182 hommes d'Auschwitz et 287 de Sachsenhausen arrivèrent à Logoïsk. Dirlewanger chercha également à obtenir le transfert de tous les détenus des prisons disciplinaires de la SS de Prague, de Danzig-Matzkau et du bataillon pénal de travail de la SS de Babrouisk, convaincu qu'il pourrait ainsi recruter des hommes disposant déjà d'une formation militaire. En octobre 1944, l'unité comptait entre 4 000 et 4 500 hommes, dont à peine 800 provenaient du groupe initial des détenus des camps de concentration et du noyau originel des braconniers. Une nouvelle vague de recrutement était sur le point de transformer encore plus radicalement l'unité. Le 7 octobre 1944, Dirlewanger adressa une lettre personnelle à Himmler dans laquelle il proposait d'incorporer d'anciens adversaires politiques du mouvement. Dans les camps de concentration, écrivait-il, se trouvèrent des hommes qui, en 1933, étaient restés fidèles à leur propre conception du monde et ne s'étaient pas dissimulés derrière les apparences du national-socialisme. En cela, ils firent preuve de caractère, contrairement à ces milliers d'individus qui se rallièrent au camp le plus fort et qui, malgré leur hostilité intérieure, nous saluèrent le bras levé. Sa proposition consistait à incorporer jusqu'à 2000 communistes et socialistes, à raison de 250 par camp, sélectionnés par les commandants eux-mêmes. Himmler donna son accord dès la semaine suivante. Bruno Will, juge militaire de la SS affecté à l'unité à la fin de 1944,
fournit après la guerre aux enquêteurs américains une description précise de la composition de la brigade à cette époque. Les braconniers d'origine avaient accédé aux postes de sous-officiers les plus élevés. Entre 10 et 13% étaient des membres de la SS ou d'anciens policiers sanctionnés envoyés pour être mis à l'épreuve. 30% étaient d'anciens détenus des camps de concentration, certains prisonniers politiques, d'autres criminels de droit commun. Et plus de 50% provenaient des 3 armes de la Wehrmacht et avaient été affectés à cette unité pour des raisons disciplinaires. L'unité n'était plus une brigade de chasseurs noirs. Elle n'était pas davantage, comme voulut la présenter l'historien Hans-Peter Klausch, une unité d'antifascistes en uniforme SS. Elle constituait quelque chose de bien plus complexe et dérangeant, un amalgame sans précédent de tous les rebuts criminels, disciplinaires et politiques du système nazi. Pour comprendre le fonctionnement interne de la Sondereinheit Dirlewanger, il faut saisir un paradoxe fondamental. Elle était simultanément une unité de discipline brutale et de licence orgiaque permanente. Ces 2 dimensions n'étaient pas contradictoires. Elles étaient complémentaires. Par ordre exprès de Himmler, Dirlewanger disposait du droit de vie et de mort sur ses hommes. Il n'y avait pas de tribunal. Les soldats pouvaient être exécutés sans le moindre procès pour désertion, vol ou insubordination. Le juge Will estima qu'au cours du seul mois de décembre 1944, 20 soldats furent exécutés. Le mécanisme de ces exécutions revêtait un caractère délibérément théâtral. Uniforme de cérémonie, peloton d'exécution composé de 9 hommes, discours de l'officier expliquant les motifs de la sentence, coup de grâce. L'exécution était autant un acte de langage qu'un acte de violence. Elle signifiait aux hommes que le pouvoir des officiers sur leur vie était absolu, mais qu'il s'exerçait selon une certaine formalité rituelle qui le réinscrivait fictivement dans un cadre juridique et militaire. Pourtant, les vétérans de l'unité ne décrivirent pas leur expérience en termes de terreur. La grande majorité exprima au contraire une fascination pour son ancien commandant. Paul Dorn, criminel transféré depuis Oranienburg, décrivit Dirlewanger comme un chef souvent absent mais incontestablement courageux. Des décennies après la mort officielle de Dirlewanger en captivité française, Dorn continuait à le rechercher, refusant d'admettre le rapport de décès pourtant confirmé par exhumation et autopsie. Il se rendit en Italie à la suite d'une rumeur selon laquelle un jésuite aurait aidé Dirlewanger à fuir vers l'Égypte. Ce cas ne fut pas isolé. Une vingtaine de vétérans exprimèrent le même type de fascination lors des interrogatoires consacrés à l'insurrection de Varsovie. Qu'est-ce qui suscitait une telle fascination? Les témoignages convergent sur 3 éléments. Le premier était le courage personnel de Dirlewanger. Toujours en première ligne de l'attaque, blessé à de multiples reprises, il ne donnait jamais un ordre qu'il n'était pas prêt à exécuter lui-même. Le deuxième était une forme de dévouement envers ses hommes, allant jusqu'à intervenir personnellement auprès de leur famille et à leur garantir les meilleurs approvisionnements possibles. Reinhold Vireg insista sur le soutien inconditionnel que Dirlewanger apportait à son unité. Gustav Strumpf souligna que Dirlewanger savait ce qu'était la vie dans un camp de concentration ou dans une prison et faisait tout son possible pour assurer le bien-être de ses hommes. Le troisième élément était son goût pour l'alcool. Dirlewanger transformait ses beuveries en moments de fraternité, réunissant officiers et soldats dans une même communauté de l'excès. Il devenait querelleur sous l'effet de l'ivresse, mais cela ne nuisait nullement à son image charismatique. Un soldat nommé Franz Böser osa lui dire qu'il était né à la mauvaise époque et qu'il le voyait comme un lansquenet de la guerre de 30 ans. Dirlewanger acquiesça en silence, comme si cette comparaison lui paraissait parfaitement juste. Cette dimension fraternelle et orgiaque de l'unité était attestée dès l'époque de Lublin. Les rapports contemporains décrivent Dirlewanger et ses officiers organisant des soirées mêlant viol collectif, torture et consommation excessive d'alcool. Johannes Müller, chef de la Gestapo de Lublin, témoigna ultérieurement de ces pratiques lors d'une enquête. Avec l'expansion de l'unité à partir de juillet 1943, ce modèle évolua. Dirlewanger ne pouvait plus entretenir avec chaque recrue la proximité personnelle qui constituait l'un des fondements de son charisme. L'arrivée de 321 criminels professionnels provoqua immédiatement une vague de violence disciplinaire. 3 exécutions par balle dans la nuque devant leurs camarades dès les premiers jours, suivies d'arrestations fréquentes et de renvois vers les camps de concentration.
La dimension orgiaque demeura réservée aux officiers et aux cadres intermédiaires. Pour les simples soldats, il ne resta que la brutalité. Le chapitre le plus sombre de cette histoire interne survint à la fin de 1944 en Lusace. Un vétéran civil ayant rejoint l'unité durant cette période, Oscar Blemer, décrivit aux enquêteurs la présence quotidienne d'exécutions sommaires de soldats accusés de viol, de pillage ou de désertion, emmenés hors du camp et abattus d'une balle dans la nuque après avoir creusé leur propre tombe. Son témoignage ressemblait davantage à celui d'un détenu de camp de concentration qu'à celui d'un ancien membre de la SS. La violence carcérale avait été transférée, sans la moindre modification, au fonctionnement interne de la division. Varsovie, la Slovaquie, la Hongrie et la faim. Le 1er août 1944, alors que les armées soviétiques s'approchaient dangereusement de la capitale polonaise, l'Armia Krajowa déclencha l'insurrection de Varsovie. Ces forces, fortes d'environ 20 000 hommes, étaient mal armées et dépourvues d'artillerie. Elles réussirent à surprendre plusieurs quartiers du centre-ville, mais échouèrent à s'emparer des ponts sur la Vistule. La brigade d'Irlewanger arriva à Varsovie le 4 août 1944. Ce qui suivit constitua l'un des épisodes les plus brutaux de toute la guerre. Entre le 5 et le 7 août, les deux groupes de combat de la brigade, le Kampfgruppe Meyer et le Kampfgruppe Steinhauer, furent engagés dans le quartier central, avec pour objectif le palais Brühl. Le groupe Meyer, fort de 356 combattants, ne parvint à progresser que de 400 mètres au cours des 2 premiers jours. Lorsqu'il ouvrit une brèche le 3e jour, il avait perdu 310 hommes, morts, blessés ou disparus. Sur ces seuls 400 mètres conquis sous le feu le 5 août, il se produisit pas moins de 16 massacres de civils, faisant au total 12 500 victimes. Le sapeur allemand Matthias Schenk, dont l'unité combattit aux côtés des hommes de Dirlewanger, laissa l'un des témoignages les plus détaillés sur leur comportement. Il décrivit comment les hommes de la brigade prirent d'assaut un hôpital. En pénétrant dans le bâtiment, un officier polonais, un médecin et 15 infirmières de la Croix-Rouge se rendirent. Alors les SS arrivèrent. Ils exécutèrent immédiatement tous les blessés polonais, puis s'en prirent aux infirmières qui furent rapidement déshabillées et violées. Lorsque Schenk put revenir dans la soirée, il trouva les soldats SS poussant les infirmières nues vers l'échafaud tandis que la foule riait et criait. Un crucifix était tombé du mur et les soldats urinèrent dessus. Schenk lui-même sauva le prêtre et l'emmena dans son cantonnement. La description que Schenk donna du comportement de la brigade sous le feu est révélatrice par son ambiguïté. Il les considérait comme une bande d'ivrognes agissant sous l'emprise de l'alcool, tout en insistant sur leur courage inébranlable et sur la fureur qui les animait lors de l'assaut. Ils chargeaient les maisons en criant « Hurrah !». Juste devant les bâtiments, ils tombaient sous le feu polonais. Ils mouraient par dizaines. Beaucoup étaient blessés. Ils ne gagnaient pas 1 mètre de terrain. Leur chef était en proie à une véritable frénésie. Cette ambivalence, où le courage et la cruauté s'entremêlaient, correspondait exactement à l'imaginaire du chasseur possédé, du berserker nordique étudié par l'anthropologue Bertrand L., le guerrier qui déchaîne une rage aveugle et destructrice en versant le sang de l'ennemi. La brigade comptait 881 hommes en état de combattre lorsqu'elle entra dans Varsovie. À la fin de son intervention, elle n'en comptait plus que 648, bien qu'elle eût reçu un renfort d'au moins 1650 soldats provenant de plusieurs centres de détention de l'armée. L'unité avait donc perdu au moins 2083 hommes morts, blessés ou disparus. Les pertes de la population de Varsovie s'élevèrent à 200 000 morts. L'historien Christian Ingrao estime que la brigade mit à mort environ 30 000 civils entre le 5 août et la fin du mois de septembre 1944. Le 8 octobre, lorsque l'insurrection fut finalement écrasée, le supérieur hiérarchique de Dirlewanger, le général Reinhardt, lui obtint la croix de chevalier pour ses qualités tactiques, son sang-froid et son courage, auxquels nous devons notre capacité à lancer l'offensive dès les premiers jours. Cette scène résume avec une précision sinistre la logique du système qui avait créé et utilisé la brigade Dirlewanger. 10 jours après la capitulation de l'Armia Krajowa à Varsovie,
La brigade fut transportée par chemin de fer en Slovaquie afin de combattre l'insurrection nationale slovaque qui avait éclaté le 29 août 1944 autour de Banská Bystrica. Elle attaqua depuis le nord, arrivant en train à Ružomberok et Bielipotok, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Banská Bystrica. Ces 9 jours de combat furent intenses, mais la brigade intervint dans la phase finale de l'insurrection, lorsque les insurgés étaient déjà en retraite. Le journal des insurgés, cité par l'historien Klausch, montre que la brigade les repoussa de 19 km en 9 jours. Le HSSPF de Slovaquie, Höfl, n'était pas Wondembach-Zelewski et ne souhaitait nullement accueillir sur son territoire une unité dont la mauvaise réputation l'avait précédé. Ces rapports indiquent que la brigade se distingua au cours des 6 semaines suivantes par sa brutalité envers la population civile et par ses pillages généralisés. Höfl fit tout son possible pour éloigner les bataillons de la brigade et les envoyer vers le front de Budapest. Le 9 décembre 1944, l'unité reçut l'ordre de se diriger vers la frontière hongroise. Les armées soviétiques avaient avancé jusqu'à la Puszta hongroise et menaçaient d'encercler Budapest. Aux hommes de Dirlewanger fut confié un secteur d'une importance capitale. Au nord de la ville, sur la rive gauche du Danube, le front formait un saillant devant la ville d'Hipolizag, point dont dépendait la capacité des chars soviétiques à achever le mouvement d'encerclement qui aurait enfermé la capitale. Les 11 et 12 décembre 1944, les unités combattantes de la brigade prirent position. La catastrophe fut rapide. Les soviétiques attaquèrent Hipolizag, défendu par une seule compagnie, alors qu'un régiment entier était attendu. Le 14 décembre, la ville était tombée entre leurs mains. L'état-major allemand constata que toute une compagnie du 2e régiment de la brigade, composée des prisonniers politiques récemment incorporés, était passée à l'ennemi. Dirlewanger contre-attaqua avec 5 bataillons, mais ne put reprendre la ville. L'erreur tactique fut reconnue comme fatale. Dirlewanger lui-même avait averti quelques jours auparavant qu'il ne voulait pas combattre les Russes avec des communistes. La défection d'Hipolizag constitua le cas le plus spectaculaire de désertion massive de toute l'histoire de la guerre. 4 compagnies du 3e bataillon du 2e régiment, composées presque exclusivement de prisonniers politiques issus de Dachau et de Buchenwald, profitèrent de la topographie favorable, des collines boisées qui compliquaient les communications entre les unités et de leur réseau de solidarité noué dans les camps de concentration, pour gagner les lignes soviétiques par groupes allant de petites patrouilles à des sections entières. Selon Bruno Meyer, ancien combattant antifasciste de l'unité, 100 hommes de sa compagnie réussirent à atteindre les lignes soviétiques. 30 furent tués ou blessés dans leur tentative, et 50 n'essayèrent même pas. Même dans des conditions aussi favorables et avec une motivation politique affirmée, moins de la moitié des prisonniers politiques désertèrent. En janvier 1945, après la nomination de Himmler au commandement du groupe d'armées Vistule, la brigade fut transférée en Lusace, près de Cottbus. Le 19 février 1945, sur ordre de Himmler, elle devint la 36e division SS de grenadiers. Une division singulière, à peine constituée en théorie, elle fut démantelée dans la pratique et ses éléments dispersés entre différents corps d'armée. Le 16 février, Dirlewanger avait été relevé de son commandement. L'une de ses blessures thoraciques s'était rouverte et infectée. Il partit en Souabe pour y recevoir des soins et ne revint jamais en Lusace. La grande offensive soviétique débuta le 16 avril 1945. Le front allemand s'effondra en 48 heures. Le 25 avril, il ne restait plus rien du 1er régiment. Seuls 36 hommes du 2e régiment étaient encore aptes au combat, tandis que les unités d'artillerie et du génie avaient entièrement disparu. Des quelques 6000 hommes que comptait la division au début du mois de février, une cinquantaine seulement étaient encore en vie le 25 avril. Les autres avaient été tués au combat, blessés ou faits prisonniers. 634 rapatriements furent recensés depuis les camps de prisonniers soviétiques. La 36e division SS de grenadiers avait cessé d'exister. Oskar Dirlewanger mourut le 7 juin 1945 à Altshausen, en Souabe, dans la ville d'origine de sa famille, alors qu'il se trouvait sous la garde des autorités françaises. Les circonstances exactes de sa mort demeurèrent controversées pendant des décennies. Le médecin militaire français chargé de superviser sa capture ne l'identifia pas immédiatement comme le commandant de la brigade. Il avait été arrêté sous une fausse identité.
Une fois identifié et soumis à un interrogatoire, sa blessure thoracique, combinée au mauvais traitement infligé par les gardes polonais participant à sa détention, lui fut fatale. Une autopsie pratiquée en 1960 lors de l'exhumation de sa dépouille confirma son identité. Pendant des années, plusieurs vétérans de l'unité ainsi que Gottlob Berger refusèrent de croire à sa mort. Berger imaginait que Dirlewanger vivait en Syrie ou en Égypte, éminence grise derrière quelques trônes. Paul Dorn se rendit en Italie à la poursuite de rumeurs persistantes. Ce refus d'accepter la disparition du commandant révèle la nature du lien que l'unité avait construit. Un lien qui n'était pas simplement celui unissant un soldat à son officier, mais quelque chose de plus proche de la dévotion envers une figure mythique. Les procédures judiciaires de l'après-guerre produisirent des résultats décevants. Les hommes de l'unité étaient des criminels de carrière, habitués aux interrogatoires. À la différence des membres des Einsatzgruppen ou des bataillons de police, ils étaient résolus à ne rien révéler de leur participation au crime. Sur environ 400 dépositions retrouvées dans les archives de la Zentralstelle de Ludwigsburg, seule une poignée comportait un aveu. Presque aucune ne décrivait les crimes en détail. Les autres acteurs des opérations menées en Biélorussie et à Varsovie adoptèrent une stratégie cohérente. Présenter les faits comme le résultat d'ordres émanant d'une chaîne de commandement centralisée sur laquelle ils exerçaient peu de contrôle et, dans le même temps, attribuer systématiquement à l'unité Dirlewanger tous les abus décrits par les témoins. Une formule proverbiale circulant parmi les vétérans des autres unités fut reprise dans plusieurs témoignages. Là où il y a du feu, il y a Dirlewanger. La figure du braconnier sauvage devint ainsi le bouc émissaire idéal permettant aux soldats ordinaires de se présenter comme des incendiaires et des assassins de masse par nécessité plutôt que par plaisir, contrairement aux chasseurs noirs qui étaient si proches de leur proie qu'ils ne pouvaient s'empêcher d'en absorber une part des qualités. Cette instrumentalisation après la guerre de l'imaginaire de la chasse et de l'homme sauvage constitua, à sa manière, la dernière défaite des hommes de la brigade. Ils servirent d'abord à permettre au régime qui les avait créés de justifier une violence nécessaire aux marges de l'Empire. Puis ils servirent à ceux qui avaient appliqué les mêmes politiques d'extermination pour se laver les mains en désignant ce groupe de marginaux dont la prétendue nature sauvage expliquait tout. Le système qui les créa. La brigade Dirlewanger ne fut pas un accident. Elle fut le produit délibéré et planifié des plus hauts échelons de l'État nazi, impulsé par Hitler, mise en œuvre par Himmler et protégée contre toutes les tentatives de dissolution grâce au réseau de relations personnelles de son fondateur. Pour comprendre pourquoi elle fut créée et pourquoi elle fonctionna comme elle le fit, il faut comprendre la cosmologie de la violence qui la sous-tendait. Les dignitaires nazis qui lui donnèrent naissance, Himmler et Göring en particulier, étaient des chasseurs passionnés. Les invitations aux parties de chasse organisées par Himmler dessinaient avec précision la carte de ses relations de confiance au sein du système, von dem Bach-Zelewski, Paul, Berger, Globoknik, Wolf. Tous les protagonistes de la création de la Sondereinheit figuraient sur les listes des invités aux chasses du Reichsführer. La décision de créer cette unité de braconniers pour traquer les partisans fut prise et conduite de bout en bout par des chasseurs et entrechasseurs. L'imaginaire synégétique qui traversa toute l'existence de l'unité n'était pas un détail ornemental. Il était constitutif de la conception même de la guerre antipartisane. Le vocabulaire des rapports militaires, le traitement des victimes comme du gibier ou des proies, la distinction entre les petites opérations de reconnaissance reproduisant la pirche du chasseur solitaire et les grandes opérations de ratissage reproduisant la battue avec rabatteur, tout cela faisait partie d'un cadre mental qui rendait possible la violence de masse en la replaçant dans une activité culturelle admise et pratiquée par les élites. On tuait des êtres humains comme on abat du gibier lors d'une chasse. Il ne s'agissait pas d'une métaphore. C'était une véritable structure cognitive qui organisait la perception et l'action. Cette structure avait cependant des limites, et ces limites sont révélatrices. L'imaginaire de la chasse excluait en principe l'abattage des petits. Il s'agissait d'un tabou synégétique européen d'une extrême puissance. Pourtant, au cours des opérations menées en Biélorussie, les hommes de l'unité et d'autres formations tuèrent davantage d'enfants que toute autre unité engagée sur le front de l'Est, à l'exception des Einsatzgruppen. La transgression de ce tabou synégétique révèle la limite du modèle.
Lorsque la violence débordait le cadre de la chasse pour pénétrer dans celui de l'extermination pure, cet imaginaire se brisait et laissait apparaître au grand jour le noyau de politique génocidaire qui sous-tendait la rhétorique de la lutte anti-partisane. L'autre grande transgression du modèle synégétique concernait le traitement réservé aux femmes. Les chasseurs européens ne torturent pas leurs proies avant de les tuer. Pourtant, les femmes capturées au cours des grandes opérations de ratissage étaient systématiquement séparées du reste des prisonniers, conduites dans les quartiers des officiers pour y subir des orgies de viols collectifs, torturées au moyen de fouets, puis assassinées. Cette violence ne répondait à aucune logique synégétique. Elle relevait d'une logique de domination absolue sur un être réduit à l'état d'objet, de bétail, de propriété. C'était la même logique qui avait contraint les Juifs du gouvernement général de Pologne à porter l'étoile jaune, à travailler dans les camps de travaux forcés et à être parqués par les hommes de Dirlewanger lors de leur première mission à Lublin. Ainsi, au cœur de la violence de la brigade Dirlewanger ne se trouvait pas une nature sauvage incontrôlable, comme le régime voulut le croire, et comme les tribunaux d'après-guerre acceptèrent parfois de le penser, mais une politique parfaitement cohérente, la déshumanisation progressive des victimes jusqu'au point où leur mise à mort ne nécessitait plus aucune justification et pouvait être intégrée à l'univers symbolique quotidien des auteurs des crimes. Les chiffres constituent le seul langage capable de rendre tangible l'ampleur de ce que fit la brigade Dirlewanger. L'unité fut responsable de la mort d'au moins 60 000 personnes, dont l'immense majorité étaient des civils. En Biélorussie, entre 1942 et 1944, elle élimina plus de 30 000 personnes et incendia plusieurs dizaines de villages. À Varsovie, durant l'été et l'automne 1944, elle fut responsable de la mort d'au moins 30 000 civils dans les quartiers qu'elle prit d'assaut. Elle participa également aux liquidations des ghettos de Slutsk et de Baranavichi au cours des opérations Hornung et Fièvre des Marais. Ces chiffres placent la Sondereinheit Dirlewanger dans une catégorie distincte de toute unité de combat conventionnelle. Son taux de victimes civiles par rapport aux combattants tués est sans équivalent dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en dehors des escadrons d'extermination spécialement conçus pour le génocide. L'unité traversa 4 phases nettement distinctes. La première, à Lublin entre 1940 et 1942, fut une période de latence relative, sans véritable combat, mais marquée par l'extorsion systématique, les abus et les premiers massacres expérimentaux de prisonniers juifs. La deuxième, en Biélorussie entre 1942 et 1944, correspondit à son activité opérationnelle la plus intense, lorsque la logique de la chasse et celle de l'extermination fusionnèrent dans les grandes opérations de ratissage. La troisième, à Varsovie durant l'été 1944, fut celle de la plus forte concentration de violence urbaine en un temps aussi court. La quatrième, en Slovaquie, en Hongrie et en Lusace au cours des derniers mois de la guerre, fut celle de sa désintégration progressive sous le poids de ses propres contradictions internes. Ce qui rend cette histoire particulièrement difficile à intégrer dans les récits habituels de la Seconde Guerre mondiale tient au fait que les hommes de la Sondereinheit Dirlewanger n'étaient, pour la plupart, ni des idéologues nazis convaincus, ni des soldats ordinaires pris au piège du mécanisme de l'obéissance. Ils étaient quelque chose de plus déroutant. Un mélange de marginaux sociaux, de criminels professionnels, de braconniers passionnés, de soldats déshonorés, de prisonniers politiques et de détenus de droit commun réunis délibérément précisément en raison de leur marginalité, puis envoyés aux confins géographiques de l'Empire précisément parce que leur violence pouvait y être autorisée là où elle n'aurait jamais pu l'être au cœur même du Reich. Le régime qui les avait créés avait besoin d'eux pour accomplir ce que ni les troupes régulières ni les unités SS conventionnelles ne pouvaient faire sans provoquer les protestations qui, comme le montrent les rapports de Kube en provenance de Biélorussie, commencèrent à embarrasser jusqu'aux hiérarques les plus convaincus. La brigade Dirlewanger représentait l'extrême qui permettait à tous les autres de se présenter comme relativement modérés. Les braconniers qui formèrent le noyau de l'unité arrivèrent à Oranienbourg avec pour seul passé celui de la transgression des lois synégétiques du Reich. Des hommes que l'État nazi avait déjà classés parmi les êtres vivant aux frontières du monde ordonné, dans les marges de la forêt. Ceux qui survécurent sortirent de la guerre comme membres de l'une des unités les plus meurtrières pour les populations civiles de toute l'histoire militaire moderne.
Le chemin qui les mena d'un extrême à l'autre ne fut pas le fruit du hasard. Il fut conçu avec précision et détermination par des hommes qui chassaient le cerf dans les domaines du Reichsführer le week-end et signaient des ordres d'extermination le lundi matin. La guerre comme chasse, la chasse comme guerre. Le parallèle entre la guerre anti-partisane et la pratique de la chasse n'était pas une métaphore que les acteurs eux-mêmes employaient avec une conscience critique. Il constituait une structure cognitive opératoire qui organisait leur perception et leur conduite. La première mission indépendante de la Sondereinheit en Biélorussie, le renseignement par Spähtruppen, c'est-à-dire des groupes de reconnaissance, reproduisait avec une fidélité remarquable la pirche du chasseur solitaire. De petites unités pénétraient dans les forêts afin de repérer les groupes de partisans, de localiser leurs camps, d'évaluer leurs effectifs et leur armement et d'identifier leurs chefs. Un rapport de 1942 décrivait ces mouvements en utilisant un vocabulaire explicitement synégétique. Un commando de chasse, 1 sur 20 venant de Sabalodje, traversant Novi Sabalodje et Gutchin par l'entrée nord de Swilotka. Le rapport poursuivait en expliquant que le commando avait pris position au poste d'observation décrit par le déserteur, dans l'attente de voir apparaître l'ennemi sur le chemin. Celui-ci ne se manifesta pas. Le commando se retira sans perte. Il s'agissait, dans la terminologie de la chasse, d'une sortie de reconnaissance infructueuse, exactement comme le chasseur qui rentre au village les mains vides après avoir passé des heures à suivre des traces dans la neige. Les grandes opérations de ratissage, en revanche, reproduisaient exactement la logique de la battue avec rabatteur. L'habitat de la cible était perturbé par le bruit, le feu et la violence afin de la contraindre à fuir vers le cordon de tireurs qui l'attendait à la lisière de la forêt. L'opération Cottbus de 1943 mobilisa 16 662 hommes formant un réseau qui se referma progressivement sur le secteur de Borisov, incendiant les villages et poussant devant lui les populations survivantes. Au centre de cet étau se retrouvèrent piégés tous les êtres vivants, partisans, paysans, enfants et bétail. Le résultat fut de 15 000 morts. Cette vision synégétique du monde ne se limitait pas aux méthodes tactiques. Elle déterminait également la représentation de l'ennemi. Les partisans étaient systématiquement animalisés dans les communications internes allemandes. On parlait de bandes infestant les forêts, d'ennemis se cachant jusqu'au cou dans les marécages ou grimpant aux arbres comme des animaux. Un rapport sur l'opération Adler décrivait ainsi que l'ennemi tenta d'échapper à la capture en se dissimulant jusqu'au cou dans les marais ou perché dans les arbres. Ces tentatives de percée furent acharnées. Dans plusieurs cas, les officiers et commissaires politiques échappèrent à la capture au dernier moment en se suicidant. Le suicide des commissaires soviétiques avant leur reddition fut interprété, dans l'univers mental des chasseurs allemands, comme la résistance d'un animal acculé préférant mourir plutôt que d'être capturé, exactement comme le sanglier bavarois qui se retourne contre le chasseur lorsqu'il n'a plus d'issue. Von Gottberg écrivit en novembre 1942, après l'une de ces opérations, « Les IG-6 suffirent à faire fuir ces vauriens. Pourtant, certains se laissèrent tuer ou brûler sur place. Nous eûmes un temps favorable, avec une légère gelée. Un temps idéal pour envoyer les rabatteurs. » La description ne pouvait être plus explicite. L'ennemi qui s'enfuit est le gibier en fuite. Celui qui demeure sur place pour mourir est l'animal qui, acculé, choisit la mort avec le même courage que le sanglier ou l'ours brun face aux chasseurs. Le ciel clair et le détail de la légère gelée constituaient une description typique du temps de chasse, semblable à celle que l'on retrouve dans les mémoires synégétiques de la littérature allemande, depuis les récits d'Ernst Jünger sur les chasses aux sangliers dans les Ardennes jusqu'aux conversations de table de Hitler sur la passion des chasseurs de montagne. Les survivants russes eux-mêmes employèrent le verbe allemand jagen, qui signifie « chasser », pour décrire l'action consistant à rassembler les habitants par la force et avec violence afin de les exécuter au bord des fosses. 50 témoignages de survivants russes, traduits en allemand pour les archives du procès de Hambourg, utilisèrent systématiquement ce mot. Cette convergence est révélatrice. Auteurs et victimes percevaient ce qui se produisait dans les mêmes termes synégétiques. La chasse à l'homme n'était pas une figure de style.
Elle constituait la description exacte de ce qui se déroulait. L'une des questions qui persistent dans l'historiographie consacrée à la brigade d'Irlewanger est de savoir si ses membres agirent par consentement ou sous la contrainte. Cette interrogation est essentielle, car sa réponse détermine la manière dont nous comprenons la nature morale de la violence perpétrée. Les vétérans de l'unité ne décrivirent pas leur expérience comme le résultat d'une coercition irrésistible. Seuls quelques-uns évoquèrent la violence de leurs supérieurs comme facteur déterminant de leur conduite. La majorité exprima au contraire une fascination pour son commandant et pour la vie au sein de l'unité. Leurs témoignages décrivent un contrat tacite mais bien réel. Les hommes acceptaient de participer aux opérations contre un ennemi qu'ils méprisaient et haïssaient déjà, en échange de la garantie que leurs officiers leur assureraient une sécurité physique relative, une discipline relâchée dans la vie quotidienne et le maximum de confort possible. Les conditions de vie au sein de l'unité étaient, pour des hommes issus des camps de concentration et des prisons, remarquablement supportables. Les approvisionnements étaient plus que suffisants. Une nourriture variée, de grandes quantités d'alcool et une ration quotidienne de 6 cigarettes. À ces dotations officielles s'ajoutaient des biens inestimables obtenus grâce au pillage et au vol. En dehors des opérations, la discipline demeurait souple. Les femmes avaient accès au cantonnement. Le nombre de soldats placés aux arrêts resta faible durant les périodes documentées. L'expérience de domination sociale, commune à toutes les forces d'occupation, leur procurait un statut qu'ils n'avaient jamais connu auparavant, qu'ils eussent été détenus dans des camps de concentration ou criminels de droit commun. La désertion exista, mais demeura marginale pendant les périodes les plus importantes de l'histoire de l'unité. Entre Lublin et la Biélorussie, 7 tentatives de désertion furent enregistrées, toutes en Biélorussie. Une seule réussit avec certitude. Pour des hommes ayant accepté le contrat implicite de l'unité, déserter signifiait se livrer à un ennemi que la propagande nazie présentait comme bestial. Accepter une captivité soviétique réputée longue et potentiellement fatale. Ceux qui tentèrent de s'enfuir ne représentèrent qu'une minorité insignifiante. La situation ne changea radicalement qu'avec l'arrivée des prisonniers politiques à l'automne 1944. Ces hommes n'avaient accepté aucun contrat. Leur antagonisme idéologique envers le nazisme était déclaré. Les réseaux de solidarité qu'ils avaient tissés dans les camps de concentration demeuraient intacts. Et lorsqu'ils trouvèrent les conditions favorables à une désertion massive à Hippolyzag, ils passèrent à l'action. 4 compagnies du bataillon composées presque exclusivement de prisonniers politiques venus de Dachau et de Buchenwald gagnèrent les lignes soviétiques par groupes de tailles diverses. Pourtant, même dans ces circonstances, selon le vétéran antifasciste Bruno Meyer, au sein de sa propre compagnie, 100 hommes atteignirent les lignes soviétiques, 30 furent tués ou blessés dans leur tentative et 50 n'essayèrent même pas. Le cas d'Hippolyzag constitue le laboratoire le plus éclairant de toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale concernant la question du consentement et de la contrainte dans la violence de guerre. Jamais durant ce conflit, les conditions n'avaient été aussi favorables à une désertion massive. Motivation politique clairement affirmée, réseau de solidarité préservé, topographie propice et commandement désorganisé. Pourtant, même dans ces circonstances, moins de la moitié de ceux qui disposaient d'une motivation politique choisirent de déserter. Le mécanisme en jeu n'était pas seulement la peur. C'était aussi l'inertie d'un contrat qui, pour ceux présents depuis suffisamment longtemps dans l'unité, avait forgé une identité de groupe plus forte que l'idéologie. L'historien et anthropologue Bertrand Hell démontra que, dans une vaste région allant de la Méditerranée aux steppes de l'Oural, chasseurs et braconniers étaient enfermés dans un discours social, interprétant la violence en termes d'humeur et de chaleur. C'est en raison d'un excès de sang noir qui doit être répandu pendant la saison de chasse, dans ce geste de violence reliant l'animal à l'homme. Lorsque le braconnier est trop possédé par cette humeur noire, il transgresse les règles établies de la chasse, commence à chasser clandestinement hors saison et finit par ne plus se nourrir que de viande rouge ou noire, porteuse d'une chaleur intense. Puis, lorsque cette passion devient trop puissante, il se transforme en homme des bois, en homme sauvage, plus proche du gibier que du monde domestique qu'il a quitté pour assouvir sa passion. Ce discours ne se limitait pas à la figure de l'homme des bois.
Il englobait également celle du guerrier possédé, en proie à des accès de rage destructrices aveugles, comme Orion, les Ménades grecs ou les berserkers nordiques. Des combattants déployant une force surhumaine lorsqu'ils versaient le sang de leurs ennemis, combattant dans un état de transe, insensibles à la douleur et à la peur, temporairement animalisés par la violence qu'ils déchaînaient. Dans l'esprit de Himmler et de Göring, tous deux chasseurs passionnés, créer une unité de braconniers chargée de traquer les partisans dans les forêts de l'Est revenait à réintroduire l'homme sauvage dans la cité guerrière. Il s'agissait de mobiliser délibérément la puissance du monde sauvage contre un ennemi que le régime avait déjà animalisé dès l'origine. Les fonctionnaires qui décrivirent le projet de Göring le formulèrent sans détour. Dans les territoires qui leur seraient confiés, les bandes de braconniers pourraient tuer, incendier, violer et profaner. Et elles seraient placées sous une étroite surveillance dès leur retour dans leur pays d'origine. Il s'agissait d'une autorisation anticipée accordée à une violence sans limite aux marges de l'Empire. La violence de la brigade sur le champ de bataille présentait précisément les caractéristiques que le discours sur l'homme sauvage lui attribuait. Le témoignage du sapeur Matthias Schenk à Varsovie est le plus précis à cet égard. Les hommes de la brigade arrivèrent ivres, chargèrent les positions polonaises en criant « Hurrah !», tombèrent par dizaines sous le feu ennemi et continuèrent pourtant à avancer. Possédés d'une fureur que Schenk lui-même ne savait s'il fallait attribuer à l'alcool ou à quelque chose de plus profond. Leur chef était en proie à une véritable frénésie. C'était la description exacte du berserker nordique, un guerrier qui déchaîne une rage destructrice en entrant dans la bataille, insensible à ses blessures et doté d'une force paraissant surhumaine aux yeux de ceux qui l'observent. Cette structure imaginaire eut des conséquences pratiques concrètes. Elle détermina le traitement que le régime nazi réserva à la brigade. Celle-ci fut envoyée précisément aux marges de l'Empire, dans les forêts de Biélorussie et dans les quartiers de Varsovie, espaces que le régime considérait comme sauvages ou assimilables à des jungles urbaines, lieux où la violence de l'homme sauvage pouvait être autorisée sans contaminer le centre ordonné de l'Empire. Elle détermina également la manière dont le régime interpréta rétrospectivement les excès de la brigade. Comme les manifestations inévitables d'une nature impossible à contenir, d'une violence constituant le prix à payer pour disposer des meilleurs pisteurs et combattants antipartisans de son armée. Enfin, elle façonna l'usage que firent de l'image de la brigade les autres acteurs des massacres commis à l'Est après la guerre. En la désignant comme l'incarnation même de l'homme sauvage, ils purent présenter leur propre participation aux mêmes politiques d'extermination, comme l'action réticente de soldats ordinaires se contentant d'obéir aux ordres, dépourvus du plaisir cruel que les chasseurs noirs, eux, ne cherchèrent jamais à dissimuler. L'homme sauvage servit d'abord le régime pour autoriser la violence. Il servit ensuite les tribunaux d'après-guerre pour en diluer la responsabilité. Les victimes, les méthodes, les lieux. Pour comprendre la brutalité spécifique de la brigade Dirlewanger, il est nécessaire de quitter le niveau des chiffres globaux pour descendre à celui des méthodes concrètes. Les témoignages des survivants, les rapports des commissions d'enquête soviétiques et les documents issus des procès allemands d'après-guerre permettent de reconstituer en détail le système de violence que l'unité déploya sur les différents théâtres d'opération où elle fut engagée. La première grande catégorie de violence était celle des opérations de ratissage dans les zones rurales. La procédure suivait presque toujours 3 phases identiques. Première phase, le rassemblement. Les hommes de l'unité encerclèrent le village et réunissaient tous ses habitants sur la place centrale ou dans les champs voisins. Des armes automatiques formaient un second cordon extérieur afin d'empêcher toute fuite. Le recours à la tromperie était fréquent pour maintenir l'ordre durant cette première étape. On annonçait aux villageois qu'ils allaient être déportés en Allemagne pour y travailler, perspective terrifiante mais qui impliquait encore la survie. Deuxième phase, le confinement. Les personnes rassemblées étaient conduites dans les bâtiments les plus vastes du village, généralement des granges ou des étables, puis enfermées à l'intérieur. Troisième phase, l'élimination. Les bâtiments étaient encerclés par un cordon de mitrailleuses avant d'être incendiés. Ceux qui tentaient de s'enfuir étaient abattus. Dans certains cas, attestés par les rapports d'exhumation des commissions soviétiques, la pénurie de douilles retrouvée dans les fosses communes confirme que les victimes ne furent pas fusillées mais brûlées vives.
Le témoignage d'Alexander Mironov, ancien auxiliaire russe de l'unité interrogé par la commission soviétique chargée d'enquêter sur les crimes nazis dans la région de Mogilev, est particulièrement troublant précisément parce qu'il ne provient pas d'une victime, mais d'un homme ayant participé directement ou indirectement aux faits. Ce que j'ai compris par mon expérience personnelle, c'est que l'unité spéciale d'Irlewanger avait été créée spécifiquement pour mener des opérations de représailles contre les partisans et contre la paisible population de Biélorussie. Pendant plus de 2 ans, cette unité, sous le commandement de Dirlewanger, des frères Zalski, de Zimmermann, de Ted Jacob et d'autres nazis, mena systématiquement des actions de représailles aux alentours de Mogilev, Minsk, Vitebsk et dans d'autres régions. Au cours de ces opérations, les habitants paisibles des villages, hameaux et fermes furent fusillés, brûlés vifs ou pendus. Des maisons, des écoles, des hôpitaux, des clubs, des églises et d'autres bâtiments publics furent incendiés. Si ma mémoire est exacte, plus d'une centaine de localités habitées furent détruites avec leurs habitants. Cette déclaration fut corroborée par les archives de l'unité elle-même, ainsi que par les rapports d'enquête des commissions soviétiques. D'autres documents précisent les caractéristiques de cette violence avec une exactitude qui rend leur lecture particulièrement éprouvante. Les rapports d'exhumation indiquent par exemple qu'au cours des opérations de février 1943, l'unité incendia au moins 10 villages. L'absence de douilles et de projectiles dans les fosses conduit à conclure qu'environ 2000 victimes recensées furent brûlées vives dans les granges. Le témoin Alexander Mironov vit personnellement un homme rire en jetant un enfant de 14 ans dans un brasier et identifia son unité cantonnée à Wahoysk. Un autre témoignage recueilli lors des procès allemands décrivait avec une objectivité qui rend le récit encore plus glaçant un incident impliquant le sous-officier Feiertag. Je me souviens parfaitement de la manière dont il tua une femme polonaise pour rien, absolument pour rien. Cette vieille femme conduisait une vieille charrette tirée par un petit cheval avec un peu de foin à l'intérieur. Elle était assise sur ce foin et fut littéralement abattue d'un coup de feu sans la moindre raison. Je crois que cela se produisit près de Minsk. La deuxième grande catégorie de violences documentées concernait les prisonniers des camps de travail de Galicie. Là, les méthodes différaient, mais demeuraient tout aussi systématiques. Le rapport judiciaire consacré aux activités de l'unité dans le camp de Krasne, près de Lutsk en Volhynie, mentionne des brûlures de cigarettes, des marques de fouet, ainsi que des coups laissant des traces permanentes sur les corps. La dimension sadique de ces actes, que le régime lui-même tenta de poursuivre devant ses propres tribunaux SS avant que l'unité ne quittât Lublin, ne résultait pas simplement d'individus déséquilibrés agissant spontanément. Il s'agissait d'une pratique systématique de marquage, reproduisant symboliquement la domination absolue du gardien sur son bétail, de la même manière que l'éleveur marque ses animaux au fer rouge pour les désigner comme sa propriété. Les hommes de l'unité marquaient les corps des prisonniers juifs afin d'y inscrire de manière permanente leur domination. La troisième grande catégorie de violences documentées concernait le traitement réservé aux femmes au cours des grandes opérations de ratissage. Les témoignages des vétérans de l'unité confirment que les officiers, lors de leur séjour sur les différents théâtres d'opération, sélectionnaient parmi les populations civiles rassemblées un certain nombre de femmes qui étaient séparées du reste du groupe puis conduites dans les quartiers des officiers pour y subir des orgies au cours desquelles elles étaient violées collectivement. Le témoignage d'un ancien membre de l'unité, Valdemar B., prisonnier civil condamné pour homosexualité puis affecté à cette formation, certifia que les officiers, durant leur séjour en Biélorussie, enfermèrent 8 femmes, leur confisquèrent leurs vêtements et les emmenèrent le soir au château où elles furent fouettées. Albingsen apporta un témoignage similaire. Les sources indiquent que ces femmes étaient systématiquement assassinées après les sévices, bien qu'aucun témoin n'ait attribué à ces pratiques une fonction particulière autre que le sadisme et la brutalité. Ce qui rend leur analyse particulièrement significative est leur répartition. Les violences sexuelles sont documentées spécifiquement à l'encontre de femmes appartenant à des populations qui avaient auparavant été soumises à des opérations de concentration et de déplacement. Elles ne sont pas attestées concernant les femmes rencontrées lors des assauts contre les camps partisans, lesquels étaient simplement fusillés. Cette distinction est révélatrice. Dans l'univers mental de l'unité, la femme partisane constituait un gibier devant être éliminée. La femme issue de la population paysanne concentrée puis déplacée représentait un bétail domestique
pouvant être utilisés avant d'être sacrifiés. Les deux univers symboliques de la chasse et de l'élevage coexistaient ainsi dans la pratique de la violence de l'unité, déterminant le type de violence appliquée à chaque catégorie de victimes. Au cours de l'été 1943, la stratégie allemande en Biélorussie évolua vers la création de zones mortes, des régions entièrement vidées de leur population, moins par les massacres que par les déportations massives vers les usines du Reich. L'ordre du général von Gottberg du 1er août 1943, qui définissait ce nouveau concept, prescrivait textuellement que les êtres humains trouvés dans la région seront considérés comme du gibier, que les villages ainsi que tous les autres bâtiments, ponts et vergers devront être détruits s'ils ne peuvent être camouflés, et que les forêts devront également être incendiées dans toute la mesure du possible. La logique de cette politique était aussi simple que dévastatrice. En l'absence de population civile, les partisans n'avaient plus rien à manger, plus aucun refuge et plus aucun informateur. La zone morte constituait, en théorie, la solution définitive au problème de l'insurrection rurale. En pratique, elle signifiait le génocide des communautés paysannes biélorusses qui habitaient ces forêts et ces marécages depuis des siècles. La participation de la Sondereinheit Dirlewanger à la création de ces zones mortes fut centrale sans être exclusive. Elle n'était qu'une unité parmi beaucoup d'autres, encore qu'il faille ajouter qu'elle développa certains des procédés les plus efficaces pour accomplir cette tâche. Nous avons déjà évoqué l'emploi de civils comme détecteurs de mines, mais il en existait d'autres. Les documents relatifs à l'opération Cottbus révèlent que la brigade systématisa également la confiscation du bétail et des denrées alimentaires dans les villages au cours des opérations de ratissage, privant ainsi les survivants de tout moyen de subsistance, même lorsqu'ils n'étaient pas exécutés. Une directive du bataillon datée du 4 octobre 1943 interdisait aux compagnies de posséder plus d'une seule vache pour l'approvisionnement quotidien en lait. Cette même directive déplorait que les compagnies continuent de se procurer de leur propre initiative des chevaux, des vaches et ce tras qui s'avèrent ensuite appartenir à des proches des auxiliaires de l'unité. Ces ordres interdisant le pillage individuel démontrent, par leur seul contenu, que ce pillage constituait la norme permanente. L'opération Ordnung, durant l'hiver 1942 à 1943, fit état de la confiscation de 16 122 têtes de bétail et de 222,8 tonnes de céréales. L'opération Günther rapporta les plaintes des hommes de l'unité concernant le manque de préparation de l'administration civile chargée de gérer le bétail ainsi que, fait révélateur, les civils déportés vers le Reich. La juxtaposition entre le bétail et les personnes déportées n'avait rien d'accidentel. Dans les rapports de l'unité, les deux catégories apparaissaient sous la même rubrique de butin, thermalement désignant à la fois le produit d'un pillage et la proie d'une chasse. La dernière phase des grandes opérations de ratissage, lorsque les unités regagnaient leur point de départ après avoir atteint l'objectif topographique fixé, était systématiquement la plus meurtrière pour la population civile. C'était durant cette étape que se produisaient le plus souvent les massacres de civils documentés par Christian Gerlach dans son étude consacrée aux politiques d'occupation en Biélorussie. C'était également à ce moment que se déroulaient les déportations. Les hommes aptes au travail étaient séparés de leurs familles et envoyés en Allemagne, tandis que les autres, les femmes accompagnées de jeunes enfants, les personnes âgées et les malades, subissaient le sort que le manuel d'opération désignait, par un euphémisme administratif, comme un traitement par les autorités locales. Le témoignage de Zinajda Piluj, paysanne russe capturée lors de l'un des incendies de village perpétrés par la Sondereinheit près de Tcherven à la fin de 1942, permet de reconstituer le processus dans toutes ses étapes. Le rassemblement initial des habitants, leur inspection par les Allemands, la séparation des hommes aptes au travail envoyés en Allemagne, le retour des Allemands quelques jours plus tard pour emmener les jeunes femmes célibataires, puis enfin la division du groupe restant, composé essentiellement d'enfants, de femmes et de vieillards, en 3 groupes enfermés dans des maisons sur lesquelles les soldats ouvrirent le feu avec des armes automatiques avant d'incendier méthodiquement tout le village. Piluj parvint à s'échapper de la maison où elle avait été enfermée. Elle ne put sauver son fils. Ce que le silence recouvre. L'historiographie de la brigade Dirlewanger présente un problème méthodologique unique. Ses protagonistes étaient des criminels de droit commun rompus aux interrogatoires.
Alors que les hommes des Einsatzgruppen ou des bataillons de police décrivaient souvent leurs actes avec un degré de détail laissant penser qu'ils étaient convaincus d'avoir agi dans un cadre légal, les membres de l'unité Dirlewanger étaient résolus à ne rien révéler. Sur les quelques 400 dépositions retrouvées dans les archives de la Zentralstelle de Ludwigsburg et dans celles des Länder allemands, seule une poignée contient un aveu. Presque aucune ne décrit les crimes avec précision. Cette opacité fut délibérée et, dans une certaine mesure, efficace. Seuls 2 membres de l'unité furent condamnés pour crimes de guerre par les tribunaux allemands d'après-guerre et leurs peines furent légères. Le contraste avec le nombre de victimes, estimé à plus de 60 000, est si extrême qu'il demeure difficile à comprendre sous un autre angle que celui d'un système judiciaire qui, dans les années 1950 et au début des années 1960, fonctionnait encore avec une conception très restrictive de ce qui constituait un crime de guerre et avec une volonté très limitée d'enquêter sur ceux qui avaient servi dans l'armée allemande. Les procédures engagées par les juridictions allemandes ayant enquêté sur les activités de l'unité, comme celle du parquet de Hambourg concernant le Kampfgruppe von Gottberg, ou celle du parquet de Hanovre portant sur les opérations en Biélorussie, aboutirent systématiquement à la conclusion que les principaux suspects étaient morts, devenus fous ou avaient disparu. Kurt von Gottberg s'était suicidé à la fin de la guerre. Le KDS de Minsk, Strauch, avait sombré dans la folie et mourut dans une prison belge en 1946. Les suspects encore disponibles adoptèrent la stratégie consistant à présenter les faits comme le résultat d'ordres émanant d'une chaîne de commandement centralisée et imputèrent systématiquement à l'unité Dirlewanger tous les abus décrits par les témoins. Là où il y a du feu, il y a Dirlewanger. Ce proverbe qui circulait parmi les vétérans des autres unités devint la pierre angulaire de leur défense. Cette stratégie d'exonération fonctionna d'autant plus efficacement qu'elle s'accordait parfaitement avec l'imaginaire culturel qui avait présidé à la création de l'unité. Les braconniers noirs avaient été des êtres sauvages dès le commencement, tout le monde le savait. Le régime les avait précisément créés pour cette raison, les envoyant aux marges de l'Empire précisément parce que leur violence convenait aux espaces sauvages, mais demeurait inacceptable au cœur civilisé du Reich. Le récit de l'unicité de la brigade en tant qu'incarnation de l'homme sauvage permettait à tous les autres participants aux mêmes politiques d'extermination de se présenter comme des acteurs réticents qui n'avaient fait qu'obéir aux ordres d'une hiérarchie comprenant ces éléments extrêmes et incontrôlables. Il en résulta une double défaite pour les morts. D'abord, ils furent exterminés. Ensuite, ils furent privés jusqu'à la reconnaissance même de cette extermination comme crime imputable à des acteurs concrets, portant des noms et des visages.